Chers amis auditeurs, bonsoir. Au micro, Monsieur K. Vous écoutez Orage d'Acier, l'émission de la Révolution conservatrice sur le web. Nous remercions aujourd'hui nos camarades de Méridien Zéro qui ont eu la gentillesse de reposter nos premières émissions. Je vais prendre quelques minutes pour vous exposer un petit peu le projet d'Orage d'Acier. Donc Orage d'Acier, c'est la radio du blog Orage d'Acier que certains d'entre vous connaissent, qui est un média web qui publiait sous le patronage évident d'Ernst Junger. Je remercie d'ailleurs les commentateurs qui avaient remarqué cela. Donc nous travaillons à l'ombre de Ernst Junger, dans ses traces, un peu d'ailleurs comme nos camarades de Méridien Zéro qui ont pris ce nom aussi dans les travaux d'Ernst Junger. Nous sommes les militants de la Révolution conservatrice. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que nous nous mettons délibérément dans une démarche révolutionnaire parce que, comme disait Georges Bernanos, lorsqu'un monde, une civilisation n'a plus que des banques comme cathédrales, il n'y a proprement plus rien à conserver. C'est en ce sens que nous sommes révolutionnaires. Et nous sommes conservateurs au sens d'Albert Camus, c'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas de changer le monde, mais de le préserver, de le sauver. Et c'est en ce sens que nous sommes conservateurs, c'est-à-dire que nous voulons réhabiliter les vérités éternelles, les principes immuables, les vérités politiques, à commencer par celle-là, les vérités politiques qui sont conformes à la nature humaine. Et c'est en ce sens que nous voulons conserver le meilleur du passé, puisque grâce à Dieu, on n'enseigne pas et on ne vit pas encore dans l'avenir. Voilà. D'autre part, nous avions, il y a quelques années de cela, avec nos camarades du Cercle Jacques Bainville, lancé une revue qui s'appelait L'Inquiétude, et nous avions à cette époque-là mis en en-tête de ce journal, qui était un Dazibao, c'est-à-dire un journal affiché, nous avions mis, citant Baudouin de Bodina, le peu d'avenir que contient les temps où nous sommes. Et c'est tout à fait la conviction qui est la nôtre, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est devenu proprement cancérigène, un monde invivable, et c'est en ce sens que nous voulons accomplir une révolution qui donc serait à la fois sociale, au service de la justice, une révolution politique afin de sortir toute cette oligarchie qui a rendu ce monde justement proprement invivable. Nous voulons une révolution anticapitaliste, nous voulons que cette révolution désigne le monde de l'argent comme son principal adversaire. Et puis nous voulons aussi une révolution spirituelle, parce que nous sommes convaincus que l'homme ne se nourrit pas que de pain, et que nous sommes d'abord des êtres spirituels, c'est ce qui nous distingue des animaux. Et c'est en ce sens que nous reconnaissons tout naturellement, évidemment, dans les grands auteurs du XXe siècle, comme Ernst Junger, Georges Bernanos, George Orwell, Simone Weil, Heidegger, et quelques autres que vous pourrez retrouver de toute façon au fil des pages du blog Orage d'Acier, puisque l'équipe qui anime aujourd'hui cette émission de radio animait et animera encore ce blog. Et donc vous pouvez y retrouver de nombreux textes, et c'est vers ces textes que je vous renvoie. Et puis vous aurez aussi le plaisir, j'espère, de découvrir un petit peu notre projet au fil des émissions. Je peux désormais vous dire que la prochaine aura trait, par exemple, à l'Amérique que nous aimons, puisque si nous sommes des adversaires résolus de l'impérialisme américain, nous avons l'intelligence de reconnaître que la civilisation américaine, la sous-civilisation américaine, la contre-civilisation américaine n'a pas produit que des mauvaises choses, n'est-ce pas ? C'est aussi une sorte de nouvelle pousse européenne sur un continent tout neuf. Et donc, il y a eu quelques réussites, quelques succès auxquels que nous nous attacherons à souligner lors de notre prochaine émission. Nous allons nous attacher ce soir avec autour de la table Alexandre Apreval. Bonsoir. Chinois. Oui, bonjour. Dark Sidi, qui nous vient de loin, puisqu'il est né à Alger, et même s'il réside en France de manière habituelle, il est algérois. Bonsoir. Algérois et de race amazigh, berbère. C'est ça, Dark Sidi ? Tout à fait. Et également Mathieu, qui préside un petit peu comme le maître Tyler Durden dans l'ombre. Il veille au dessiné de cette radio. Il était là lors de l'émission sur le football. Et j'ai la joie de le recevoir à ce micro pour que nous évoquions le thème de l'immigration. Bonsoir à tous. Nous allons évoquer ce thème important de l'immigration, puisque, vous le savez, ça occupe toutes les pages des journaux, jusqu'aux journaux locaux. Donc ça préoccupe tout le monde, du local au global, on peut dire. Vous avez tous vu ces scènes absolument hallucinatoires des migrants dans les différentes gares d'Europe, que ce soit à Munich, en Italie, à Vintimille, ou encore à Calais. Aujourd'hui, on parle aussi de l'île de Lesbos. Tous ces points d'entrée en Europe sont devenus la nouvelle frontière. Mais tout d'abord, je voudrais faire un petit tour de table un petit peu pour faire le point sur les faits. Voilà. Alexandre Apreval, que se passe-t-il aujourd'hui en Europe ? Alors, si vous me permettez, cher Monsieur K, avant d'aller aux faits, une simple réflexion théorique.
à propos notamment de notre conservatisme et qui est tout à fait lié à la question migratoire. Vous évoquiez un auteur que j'apprécie particulièrement tout à l'heure, Baudouin de Bodina, qui était mis en exergue de l'inquiétude, somme toute salutaire et plus que jamais d'actualité. Baudouin de Bodina, vous disait cette phrase: le peu d'avenir que contient les temps où nous sommes. Nous n'en souhaitons pas d'avenir à ces temps où nous sommes. Heureusement, parce que ces temps sont stériles, ils ne portent aucun fruit, et je crois que nous sommes à la fin de ces temps-là. Et c'est d'ailleurs heureux, nous vivons cette fin de temps. Ce même Baudouin de Bodina, dans La vie sur Terre, et là c'est sur la question du conservatisme, citait Joseph de Maistre, un autre auteur que nous aimons beaucoup, qui lui-même disait que de plaisants philosophes nous disent que les siècles ne nous manquent pas. Les siècles passés, bien entendu. Ces siècles nous manquent, évidemment, et c'est en ça que nous sommes conservateurs, parce que nous voulons garder la mémoire de ces siècles passés, c'est-à-dire la mémoire de notre civilisation. Ce qui se passe en ce moment, avec le phénomène migratoire, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est une volonté totale de destruction de notre civilisation. Nous sommes à la fin, nous engageons le grand combat final, comme dans les livres de Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, nous sommes à la bataille finale, où nous mourrons, où nous gagnons. Mais il n'y a plus d'alternative. Voilà l'enjeu presque cosmique qui nous attend. Je crois que vous avez entièrement raison, Alexandre, de dire que c'est une guerre cosmique. C'est la guerre des mondes, pour faire référence à un autre auteur, H.G. Wells, la guerre des mondes. Mais également, c'est la mère des batailles. C'est-à-dire que pour ceux qui se considèrent comme des militants politiques, on peut dire que c'est la bataille qui conditionnera tout le reste. On peut se battre pour la question environnementale, pour la question sociale, mais si nous ne réglons pas cette menace vitale sur les nations européennes, il semble que toutes les autres batailles, finalement, seront vaines et passent de toute façon dès à présent au second plan. Précisément, et c'est en cela que la bataille est civilisationnelle et cosmique, parce que sans cette terre, sans ces temps que nous aimons, sans cette terre, cette civilisation que nous aimons, tout le reste, les débats théoriques, intellectuels, nos oppositions, même nos vieilles guerres, n'ont même plus de sens. Elles n'existent plus. Tout ça a disparu. C'en est fini de l'Europe, c'en est fini de l'homme européen, c'en est fini de son histoire, et l'homme nouveau, métissé, africain, américanisé, celui qui n'a rien à voir avec nous, le totalement autre, prendra notre place. Il n'y a plus rien d'important à côté de l'enjeu qui est face à nous. Il est tout à fait exact de dire que c'est subsidiaire, mais ça n'est pas subsidiaire parce que ce serait théorique, ces questions-là, sociales, environnementales. En fait, c'est subordonné, puisque nous défendons des questions sociales, environnementales, alors qui forcément prennent des traits mondiaux, mais ces questions-là, nous les défendons tout d'abord pour notre peuple, notre civilisation, et si notre civilisation disparaît, il n'y a plus d'utilité à se battre, ou les questions des aéroports à Nantes, même si c'est un combat intéressant et qui a été relevé par d'autres, ou les questions sociales, de travail, de chômage, voilà. Toutes ces questions-là, comme le disait Alexandre Apreval, sont entièrement subordonnées à la question du peuple et du remplacement actuel de ce peuple. Darcidi. Alors oui, tout à fait. J'aimerais rebondir sur ce que disait Alexandre Apreval, deux termes très intéressants, civilisation et cosmique. Un autre point de vue que je pourrais apporter, celui qui peut être tiré de l'islam ou du Coran notamment. Il y a deux raisons pour combattre l'immigration. L'une d'elles est temporelle, bien évidemment. Tout antilibéral conséquent sait bien que l'immigration est une des composantes majeures, n'est-ce pas, du libéralisme, et j'entends par là le libéralisme à la fois économique et son sous-jacent philosophique, créant ainsi des individus atomes déracinés qui ne seront rien d'autre que des esclaves ayant pour objectif consumérisme, hédonisme et dénués de toute conscience politique. Donc de véritables esclaves. Vous pouvez en croiser par exemple à Guerre du Nord des gens, des subsahariens qui sont là posés toute la journée, dont le seul objectif est de se payer les dernières chaussures dorées, la dernière casquette dorée, la dernière grosse chaîne dorée. Bon, ils sont dénués de toute conscience politique. Et par ailleurs, dans le domaine spirituel, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est de voir tous ces musulmans qui plaident la cause de l'immigration. Or, tout musulman conséquent sait très bien que l'une des meilleures armes de l'antéchrist est bien évidemment le libéralisme. Or, l'immigration étant une des composantes majeures du libéralisme, on doit le combattre autant sur le plan temporel que sur le plan spirituel. Donc s'il y a des musulmans qui nous écoutent, il faudrait commencer à réfléchir. Je voudrais rappeler quelques faits
quelques faits importants, intéressants sur ces événements qui touchent l'ensemble du continent européen maintenant. Pour le premier de ces faits, c'est la composition de ces migrants. On nous parle souvent dans les médias mainstream, dans les médias dominants, d'ailleurs dans une logique tout à fait qui relève tout à fait du terrorisme sémantique. On nous parle je viens d'en être victime moi-même, de migrants, d'exilés, De réfugiés. Alors qu'en réalité, il s'agit évidemment d'une véritable opération de conquête. C'est en tout cas au moins d'une opération de colonisation, de peuplement. On pourrait parler au moins sinon de colons, en tout cas, si on devrait choisir un terme un peu neutre, on devrait au moins parler de clandestins, d'immigrés clandestins. Or, on n'entend jamais ces qualifications objectives. On nous parle là toujours de situations subjectives et chargés affectivement, exilés, réfugiés, migrants. Migrants, c'est très neutre, justement, ça neutralise justement l'aspect anxiogène quand même de tout ce qui est en train de se produire. Ça, c'est un des premiers faits, ce terrorisme sémantique. Mathieu. Mais en fait, migrant, ça donne même un aspect assez naturel à la chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on parle d'oiseaux qui migrent selon les saisons, du nord au sud, du sud au nord, alors qu'il n'en est rien. Oui, bien sûr. On verra peut-être que cet hiver, ils vont repartir. Chinois. Oui, d'ailleurs, il faut bien remarquer que c'est une tradition très proto-soviétique parce que dans les années 70, on parlait déjà du tiers-monde. Et c'est avec toute cette logique de la pensée tiers-mondiste qu'on a déjà changé les mots dans la novlangue en disant non, ce ne sont pas des clandestins, ce sont des gens du tiers-monde, pour enlever déjà le caractère illégal de leur présence sur le territoire. Et la même sémantique est utilisée aujourd'hui pour enlever ce caractère illégal que le gouvernement totalement paranoïaque actuel a fait, puisqu'ils ont enlevé le délit des personnes qui logent chez elles, ces fameux clandestins. Oui, tout à fait. Donc, premier phénomène à rappeler, donc ce terrorisme sémantique dont se rendent coupables, et en fait, je dirais même que les médias dominants secondent ce phénomène en le maquillant, en le dissimulant. Le deuxième phénomène intéressant, et qui est très peu souligné par ces médias, c'est la composition des migrants. À deux égards. Composition d'abord ethnique, puisqu'on nous parle souvent des migrants d'Irak et de Syrie, mais en réalité, on sait qu'aujourd'hui, c'est encore à peu près 70% de ces populations considérées qui viennent d'Afrique. On met évidemment tout de suite sur le compte des guerres et des tyrans ces mouvements migratoires, cette invasion migratoire, alors que la réalité est autre. C'est que il y a pour une importante partie de ces migrants, je crois, une logique de confort. Oui, un mot sur la manipulation des images. Jusqu'il y a encore 6 mois, nous voyions les images des 10 migrants, essentiellement ceux qui arrivaient vers la France, essentiellement des Africains, on le voyait très bien à la couleur de la peau et au faciès, monter dans des barques et tenter la traversée de la Méditerranée. Ce à quoi s'attachent les médias actuellement, c'est montrer l'invasion c'est une autre vague d'invasion. Elle n'est évidemment pas fausse, hein, elle existe, mais de ces gens qui arrivent effectivement du Proche et du Moyen-Orient, d'Irak, de Syrie et de ces régions-là. Mais ce n'est pas parce qu'on met le focus sur un aspect, c'est-à-dire ceux qui viennent du Proche et du Moyen-Orient, que l'autre aspect a pour autant cessé, lui, d'arriver massivement, notamment via l'Italie, via Vintimille, Lampedusa, etc. Nous avons le front grec, le front balkanique, nous avons également le front italien, qui lui ne recueille pas, bien évidemment, des gens du Proche-Orient. Ce sont des Africains, d'Afrique noire, il suffit de voir leur tête pour le savoir, parce que en Afrique, pour le moment, les peuples sont distincts encore à ce jour. Juste un mot, Monsieur K, vous disiez prétendre suivre la guerre et les tyrans. Ce n'est pas totalement faux. Venant de la Libye, les gens qui traversent sont là en raison d'une guerre, en raison de la guerre menée par ce qu'on appelle encore aujourd'hui la France, en tout cas son gouvernement, messieurs Bernard-Henri Lévy, Sarkozy, qui était lui-même le sous-fifre du dit Bernard-Henri Lévy, lui-même agent provocateur au service de causes tout à fait identifiées. Voilà, effectivement, ce sont des guerres qui provoquent ces mouvements, mais des guerres qui ne sont pas des guerres de tyrans sur leur propre population, mais des guerres venant directement de l'Occident. Pour générer ces flux, la question reste en suspens. Certains diraient coïncidence, je ne sais pas.
Il y a un autre phénomène qui est intéressant aussi à l'égard de la composition de ces populations de migrants, c'est leur composition sexuelle. Il y a à peu près 70%, 74% de mâles souvent entre 25 et 40 ans, donc on va dire des hommes jeunes. Ce ne sont pas des familles. Alors on nous a beaucoup montré des familles, en particulier venant du Moyen-Orient justement. Donc là il y a une double déformation de la lentille médiatique, à la fois focus sur les familles et focus sur les orientaux. Mais en réalité, l'essentiel de ces migrants, ce sont des hommes jeunes, armés spirituellement si l'on veut, c'est-à-dire que souvent porteurs en tout cas d'identité ethnoculturelle forte, conquérants, désireux de femmes, désireux de richesse. Dark Sidi ? Alors, en parlant de ça, il y a une chose qui m'a frappé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors, c'est à vérifier, je n'ai pas eu le temps de vérifier. J'ai vu ça une petite heure avant de venir enregistrer l'émission. Il semble qu'une militante ou membre d'une association d'aide aux migrants ait posté sur les réseaux sociaux un texte absolument hallucinant. Elle explique qu'il faut aider les migrants sur le plan sanitaire, apporter des denrées, mais également, puisque ces migrants, étant des jeunes hommes, et voyant à Paris des jeunes parisiennes en mini-jupe, notamment pendant la saison estivale, peuvent causer des problèmes et aller voir ces jeunes femmes. Et donc ce qu'elle propose, c'est que certaines militantes, certains membres de l'association femmes, aillent discuter et assouvir certains de leurs désirs pour éviter que l'on puisse reprocher à ces personnes d'aider les migrants. C'est absolument incroyable. Donc c'est à vérifier. J'ai vu ça sur un site qui s'appelle Les Observateurs, qui a été relayé par un ami sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai, c'est absolument phénoménal. Chinois ? Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelques mois, et vous pouvez le voir aussi sur Internet, une jeune Suédoise militante avait trouvé des clandestins dans la rue et était attendrie par la situation, et donc a dit « venez dormir chez moi ». Donc ces fameux clandestins sont allés dormir chez elle, ont profité du lit, de la nourriture, et se sont dit mais c'est une blonde magnifique, elle nous a invités chez elle, alors profitons-en », et du coup elle a été violée par 4 hommes. Voilà pour l'anecdote, mais c'est pour vous dire la situation de ces personnes clandestines pleines d'amour. Oui, c'est un sujet d'ailleurs de préoccupation parce que si on réfléchit, l'immigration, qu'est-ce que c'est en réalité ? L'immigration, c'est un changement d'habitat. Hein, ça consiste à changer d'habitat pour un autre habitat qui regorge de plus de ressources, donc là éventuellement de travail, de plus de richesse en tout cas, d'abri, de logement, n'est-ce pas ? Et également de femelles, reste la reproduction restant un des besoins primaires de l'être humain. On peut imaginer évidemment que les femmes européennes, en particulier dans une Europe en pleine dépression démographique, soient aussi, je dirais, un des vecteurs importants de cette migration. Dark Sidi ? Oui, je voulais simplement ajouter une chose concernant tous ces jeunes mâles qui ont entre 18 et 30 ans, qui viennent en France. Il y a un double problème. Premièrement, ne devrait-il pas combattre l'envahisseur ? Je pense que ça sera une nouvelle pour personne. L'envahisseur est clairement étranger. Toutes ces tentatives de déstabilisation de ces régions. Et par ailleurs, n'est-il pas très opportun pour ces envahisseurs de ramener en Europe tous ceux qui pourraient les combattre, en leur offrant toutes les richesses dont vous avez parlé. Donc là, je pense qu'il y a un double phénomène à étudier. D'une part, le volet économique, effectivement, donc cette main-d'œuvre à bas coût qui arrive, si l'on suit les propos de M. Jacques Attali, vider toutes ces régions des potentiels combattants. Mathieu. Il est donc bien évident qu'on ne peut pas envisager le problème de l'immigration actuelle comme uniquement sous l'aspect de l'envahisseur qui arriverait en France pour nous spolier de nos biens, nos emplois, notre terre et nos femmes éventuellement. Ce problème il y a bien sûr ce problème-là, mais il est aussi beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a, comme le soulignait à l'instant Dark Sidi, le problème des conflits dans les pays dont sont issues ces populations immigrées, les problèmes économiques dans ces pays-là, de certaines entreprises européennes ou occidentales, pour faire simple, qui vont spolier ou déstabiliser, voire les deux,
c'est les pays d'origine de ces populations immigrées. On peut penser à un groupe comme Areva, par exemple, au Mali, qui trouve son compte d'aller chercher son uranium sous le couvert de l'armée française. Comme Areva, comme Total, comme maintenant des groupes chinois qui De pêche, par exemple. qui se sont emparés des richesses d'Afrique noire. Certains libéraux nous rétorqueront que ces grandes entreprises-là créent de l'emploi en Afrique, par exemple. Il n'en est rien. Ils créent des emplois pour des expatriés européens ou américains ou chinois dans ces pays-là, des emplois souvent fort bien rémunérés, et de l'esclavage pour les populations locales qui travaillent pour ces entreprises. Il serait aussi faux de considérer cette invasion migratoire sous le seul prisme de la religion. Ça n'est pas une invasion religieuse, c'est une invasion. Et sans cette invasion de population, sans cette invasion de population, il n'y aurait pas de problème de religieux. Je parle de l'islam parce que c'est celui dont on entend le plus parler en ce moment. Mais c'est une invasion et en tant que telle, elle est déjà un problème avant même d'envisager les éventuels problèmes les éventuelles complications, parce que forcément les différences culturelles profondes. C'est différent des populations immigrées du Portugal, de Pologne ou d'Italie qui sont arrivées au début du siècle dernier en France. Forcément, ces différences profondes, et j'ai envie de dire heureusement, ces différences structurelles entraîneront des problèmes entre les populations. Maurras avait une phrase très belle, tout ce qui est déraciné, déracine. Nous sommes dans une civilisation européenne qui, en tout cas cette civilisation-là, va à son terme si elle continue comme cela, qui est tout à fait déracinée, complètement décadente, et d'autres qui sont géographiquement aujourd'hui déracinées, qui arrivent chez les déracinés. On ne voit pas la solution, à part un éventuel sursaut que j'espère. Il y a en ce moment des débuts de manifestations en France, en Europe, mais j'appelle nos compatriotes, nos camarades à se mobiliser bien plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc ce problème est très large, aussi bien économique, social, ethnique, national, historique, politique. Pour l'instant, personne ne s'est vraiment emparé de ces problèmes-là. Tout le monde n'utilise que ce qui l'intéresse en partie. Il faut vraiment que nous nous saisissions très rapidement, on est déjà très en retard, de cette question-là, et il faut passer à l'action maintenant. Justement, on va peut-être aborder un deuxième aspect qui est très important, qui est structurant à mon avis de ce mouvement migratoire. Ce sera les aspects économiques, mais d'abord une réaction d'Alexandre Preval. Oui, une réaction au propos de Mathieu que je trouve très intéressant, qui m'inspire deux images et ensuite une réflexion. Deux images. Effectivement, Mathieu, vous avez tout à fait raison. On ne demande pas quelle est la religion de l'envahisseur, comme les Français ne se demandaient pas si l'Allemand face à lui était nazi ou catholique. Il était allemand et envahisseur. On tire d'abord, on discute ensuite. La première réaction face à l'envahisseur, c'est de le repousser. C'est pas d'ergoter pour savoir s'il est gentil, moralement convenable, si sa doctrine philosophico-religieuse est acceptable ou non. Ou s'il aime prendre le talice. Exactement. Deuxième image, par rapport à cette invasion migratoire, c'est très trivial, pardon. J'ai l'image en tête du roi lion. Je ne sais pas si vous voyez ce dessin animé de Walt Disney, où les hyènes, à la suite du cousin du roi lion, justement, de l'oncle, je crois, prennent le pouvoir. Mais prennent le pouvoir sans violence tellement. C'est juste une faiblesse du fait de la faiblesse politique, de la chute du roi, qui permet l'arrivée massive des hyènes, qui transforme du jour au lendemain le pays en un pays de désolation et de règne de la vermine. Ça, c'est l'image que ça m'inspire. Ensuite, et là c'est plus profond, j'ai envie de dire, vous disiez, Mathieu, que les problèmes étaient économiques, historiques, culturels, de tous ces ordres. C'est vrai, bien sûr. Mais je pense que le problème qui se pose à nous est fondamentalement ontologique. C'est-à-dire qu'il pose la question de l'être, de notre être comme homme européen. Parce que ce qu'on a face à nous, c'est un questionnement. C'est de quel droit refusez-vous ces gens-là ? Après tout, vous n'êtes que des héritiers. Ou, par exemple, Dark City, vous n'êtes arrivé en France qu'il y a 15 ans. Pourquoi vous, Dark City, vous opposeriez-vous à l'invasion migratoire de tous ces gens ? Vous-même, vous venez d'un autre continent, vous venez d'Afrique. Et vous, Européens,
Vous-même, en fait, vous n'êtes que les fils de vos parents. De quel droit refuseriez-vous le confort, la paix, la prospérité, la vie de famille, toutes ces choses qui font partie des droits de l'homme à ces gens-là qui ne veulent que vivre paisiblement? Bien, la question fondamentale, c'est que le droit de s'opposer à eux vient justement du fait que nous sommes. Nous avons une identité propre. C'est une question ontologique fondamentale. De quel droit on peut s'opposer à la vie bonne d'autres gens, du droit que nous avons le droit, nous, de bien vivre et de les refuser. Nous avons le droit de les exclure. Nous avons le droit de les mettre à part de notre propre être. C'est ça la question fondamentale, sans aucune justification juridique, économique, de prospérité et de morale. Mathieu. Vous avez raison, Alexandre. Nous avons tout à fait le droit de les exclure, et vous avez vraiment raison de le souligner. Mais justement, la démarche dans laquelle nous nous trouvons, je crois, n'est pas de les exclure en général de la vie bonne, c'est de les exclure de la vie bonne chez nous, parce que à terme, elle ne sera plus bonne, elle ne l'est déjà plus beaucoup, mais cette vie ne sera plus bonne puisque justement cette invasion ne permet plus de garantir les conditions de la vie bonne chez nous, premièrement. Et deuxièmement, nous espérons, et je l'espère, que nous arrêtions aussi cette hypocrisie qui fait que nous allons piller et déstabiliser les régions dont viennent ces populations immigrées pour que, à leur tour, ils puissent se permettre de construire, de mettre en place les conditions d'une vie bonne, là où sont leurs racines, là où est la terre de leur père. C'est ce que je leur souhaite. Je ne me réjouis jamais de voir des immigrés, si clandestins soient-ils, périr en mer, quelle qu'elle soit. L'Australie a eu le bon goût avec sa politique migratoire, au moins d'arrêter les morts de ces populations en mer. Ne soyons pas hypocrites, mais ne soyons pas non plus jusqu'au boutiste. Je ne leur refuse pas cette vie bonne, je la leur souhaite simplement ailleurs. Alors, juste par parenthèse, évidemment, quand je disais que nous avons le droit de leur refuser cette vie bonne, je me mettais dans la peau de nos contradicteurs, et je souhaite comme vous la vie bonne, comme tout bon aristotélicien, à chaque homme, mais simplement, notre devoir à nous, c'est de la proposer, cette vie bonne, à nos compatriotes. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Darcy. Alors oui, j'aimerais rebondir sur les propos d'Alexandre Preval. Comment moi, en tant qu'immigré, arrivé en France à l'âge de 7 ans, puis-je m'opposer à l'immigration? C'est une question d'ailleurs qui m'est posée par un nombre de personnes qui me disent « Mais enfin, cher ami, vous êtes vous-même immigré, comment pouvez-vous vous opposer à l'immigration ?» À cela, je réponds « Mais très jeune imbécile, si tu te places en tant que sujet, ton raisonnement ne peut être qu'éminemment subjectif. L'immigration est un problème qu'il faut prendre dans son objet. Seule manière d'arriver à une certaine pertinence, c'est d'avoir un raisonnement objectif. Donc un peu de méthodologie et de propédeutique ne fait jamais de mal. Par ailleurs, l'immigration, selon moi, ne peut être qu'anecdotique pour que l'intégration marche. Qu'est-ce que cela veut dire? L'immigration de masse, c'est impossible. Une petite anecdote qui permet de comprendre ce que peut être une intégration d'un métèque très réussi. C'est l'histoire du jeune prince Juba, lorsque Jules César combattait son père, le roi Juba Ier. Le jeune prince Juba donc, a été, à la suite de la mort de son père, pris comme trophée par Jules César. Donc il était esclave à l'âge de 5 ans. Oui, pour préciser pour l'auditeur, donc c'est un prince de l'Algérie actuelle, qui était donc un prince berbère. Tout à fait. C'est d'ailleurs la région de la Kabylie, sauf erreur de ma part. Donc c'est un Amazigh, plus précisément Kabyle, ce qu'on appellerait aujourd'hui un Kabyle. Et donc ce jeune prince Juba a suivi Jules César pour son triomphe à Rome, juste derrière Arsinoé, donc la sœur de Cléopatra Philopator, et derrière Vercingétorix. Voilà le triomphe de Jules César. Ce petit prince Juba, esclave, a été donné à Octavie, donc la nièce de Jules César, qui l'a éduqué. Il est par la suite devenu érudit. Il a eu la citoyenneté romaine très tardivement. Il est devenu, en tant qu'érudit, conseiller d'Octave. Il a aidé Octave contre Marc-Antoine lorsqu'il se livrait une guerre. Et lorsque Octave est devenu consul imperator, Augustus inter pares, etc., il lui a demandé de devenir roi de Mauritanie. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas été assimilé par la matrice, sinon il aurait été inutile à Octave devenu empereur. Il a été intégré, et n'ayant pas perdu ses origines, il a pu lui servir en tant que roi de Mauritanie.
Si je comprends bien, vous avez des objectifs politiques en Algérie. Ah. Un mot de chinois? Oui, pour reprendre les propos d'Alexandre, effectivement, il y a une dimension philosophique ontologique, puisque c'est la dichotomie ennemi extérieur-intérieur. L'ennemi extérieur, c'est l'ennemi qu'on arrive vraiment à voir, qui va franchir ces frontières, que l'on peut combattre. Toutes les guerres que notre pays a pu connaître montrent bien ça. Aujourd'hui, on transvase. L'ennemi extérieur devient aussi l'ennemi intérieur. Et pour parler d'une actualité de Charles Maurras, il disait dans La Nation et le Roi, c'est le parti de l'étranger. Le gouvernement est le parti de l'étranger, et l'étranger, on le voit bien, il a la différence est propre. C'est aussi à tout Français de maintenant de faire cette distinction qu'il y a bien un ennemi intérieur qu'il faut combattre et qu'il faut mettre aussi en lien avec une politique des frontières qui est vraiment essentielle. On va faire une pause musicale. Nous allons écouter un morceau de Serge Reggiani qui s'intitule Les loups sont entrés dans Paris, ce qui est tout à fait de circonstance. Et puis après la pause musicale, nous nous retrouverons donc pour discuter des aspects économiques de cette vague migratoire. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ces 50 lieues dans une nuit que le dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes. C'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants. Il leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors,
Les lots ont envahi Paris, soit par essai, soit par ébret. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, faire carousse, liesse et moments dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups sont sortis de Paris, soit par essai, soit par ivrer. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups, les loups. Nous reprenons nos échanges sur la question de l'ennemi intérieur dont Chinois nous parlait juste avant la pause musicale. Parmi les ennemis intérieurs, parmi ceux qui secondent, qui peut-être même organisent, pour partie en tout cas, ces mouvements migratoires, il y a très certainement, je crois qu'on peut citer le MEDEF, le patronat français, le patronat allemand aussi, hein, qui est dans des logiques similaires. On peut tout à fait imaginer que Angela Merkel a pris les décisions qu'elle a prises favorables à cette vague migratoire sous la pression du patronat allemand, qui voit dans ces masses immigrés une armée de réserve du capital, hein, pour tirer les salaires à la baisse, pour trouver de la main-d'œuvre corvéable. Nous allons aborder ce sujet. Je crois que le patron actuel du MEDEF, Gattaz, a fait une déclaration en ce sens. Oui, Pierre Gattaz déclarait cette semaine, ou la semaine dernière, le comité directeur du MEDEF travaillait en ce moment sur des solutions pour intégrer les populations de réfugiés, comme il les a appelés. Et Pierre Gattaz, qu'on pourrait appeler Gattaz Junior, puisqu'il faut rappeler que son père était président du syndicat de la sidérurgie, me semble-t-il, qui est le syndicat, un des syndicats les plus puissants au sein des non, lui c'était le CNPF, je crois. Ah oui, pardon. Oui, qui est, l'ancien MEDEF. Oui, ça. Mais puisqu'il venait, je crois, de l'IUMM, il avait été président du CNPF. Donc voilà, les dynasties d'immigrationnistes se retrouvent dans le patronat français. Vous faisiez bien de le rappeler, Chinois, que l'ennemi est aussi et quasiment principalement intérieur. Tout à fait. Ennemi intérieur qui poursuit son propre bien. Là, en l'espèce, trouver une main-d'œuvre corvéable. Alexandra Preval. Oui, un fait simplement. Le Canard enchaîné révélait il y a 2 semaines environ, comme quoi ce journal a quelques utilités de temps à autre. Juste le lendemain, précisément, de l'annonce d'Angela Merkel de sa volonté de faire venir 800 000, peu importe le nom, migrants, clandestins, envahisseurs, main-d'œuvre corvéable, lumpen prolétariat, enfin tout ce que vous voulez. Le lendemain, le Canard faisait la citation de l'équivalent du patron du MEDEF français, allemand, disant « On aurait besoin dans les années qui viennent de 800 000 ouvriers pour nos usines. » Voilà. Ce que disait Attali aussi, il parlait à horizon 20 ans pour l'Europe de je ne sais plus combien de millions. 15 millions d'immigrés qui étaient nécessaires. Ça nous ramène tout simplement à un autre problème, mais comme quoi tout est tout à fait lié dans la décadence de notre vieux monde, celui de l'éradication de notre futur par des phénomènes comme celui de l'avortement qui tout simplement tue notre avenir. Mais pour les patrons, il est nécessaire d'avoir un renouvellement de la main-d'œuvre, donc ils ont besoin de ces gens-là, et en plus un renouvellement de la main-d'œuvre moins cher, et donc ce qui laisse assez à rire sur les négociations éventuelles qui pourraient avoir lieu entre des syndicats qui sont censés représenter le salariat français avec l'État et les syndicats de patrons. Donc quand on sait qui sont embauchés ensuite par les sous-traitants de Bouygues ou Vinci n'engage aucun
immigrés clandestins ou travailleurs sur le marché noir. Cependant, ils font travailler des milliers de sous-traitants qui, eux, ne vivent que pour ça. Il suffit de se rendre à la sortie de certains chantiers en Île-de-France ou ailleurs, ou de certaines grandes surfaces qui fournissent les entreprises en bâtiment, pour voir le nombre de travailleurs non déclarés qui sont à la sortie de ces boutiques-là pour se faire embaucher pour la journée, pour des salaires défiant toute concurrence, bien évidemment. Enfin, ouais, il y a un aspect que je voudrais souligner dans les propos de Mathieu, c'est la coïncidence, si l'on veut dire, en tout cas temporelle, entre le regroupement familial d'un côté et la loi Veil, puisque ces deux lois ont été votées sous Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, qui parfois toutes les trahisons viennent de droite, il faut s'en rappeler. Oui, la droite d'affaires qui est spécialisée dans la trahison a voté ces deux lois, qui sont en fait deux lois qui ont, comme le disait Mathieu très justement, compromis, peut-être même mis en péril de mort notre avenir, puisque d'une part, la succession des générations des Français a été mise à mal par l'avortement, qui concerne à peu près 300 000 cas, entre 250 et 300 000 cas par an, et les migrants, en France, exclusivement en France, et les immigrés, qui eux étaient encouragés à faire venir leur famille, chose pour laquelle moi je suis tout à fait favorable. Je suis tout à fait favorable à la vie familiale. Il fallait que les immigrés vivent dans leur famille, mais dans leur pays, ce serait été plus approprié. Ensuite, je pense aussi au cas de l'Allemagne, qui est dans un véritable déficit démographique. L'Allemagne a un renouvellement des générations un des plus bas d'Europe, devant l'Italie, certes, l'Italie qui est un des plus bas au monde. Et l'Allemagne est un vrai sujet, a vraiment du souci à se faire pour son avenir, parce que justement, elle l'est aujourd'hui. Le renouvellement des populations qui vivent sur son territoire procède principalement du fait de l'immigration. Donc voilà, ce sujet est très important. Il est tout à fait lié à la question de l'immigration. Immigration et avortement semblent intrinsèquement liés, à la fois dans le temps, dans les décisions qui ont été prises, et je dirais même la nature ayant horreur du vide. Il était logique que l'Europe, devenant une zone de dépression, elle soit sujette à des invasions comme celle à laquelle on assiste actuellement. Chinois. Oui, sur la question de l'Europe, déjà, pour l'Allemagne, il faut lire l'excellent livre de Thilo Sarrazin, ancien élu communiste, qui a écrit un livre en disant «L'Allemagne disparaît». C'est son livre qui a été un best-seller en Allemagne et qui montre d'ailleurs ce problème démographique. L'Europe, l'hypocrite Europe, avait lancé cette agence Frontex qui devait assurer les frontières extérieures. Et finalement, on le voit bien, il n'y a plus de frontières, puisque l'Europe a aujourd'hui émis des quotas de 120 000 réfugiés aujourd'hui, donc des quotas obligatoires pour la Hongrie. La Hongrie a refusé, et c'est la Turquie qui a attaqué devant la Cour européenne la Hongrie pour refuser ses quotas, ce qui est quand même assez extraordinaire. Surtout sur une dimension plus sécuritaire au niveau de l'Europe, les services secrets hongrois ont déjà arrêté plusieurs membres de l'État islamique qui avaient infiltré les réfugiés. Donc on sait qu'il y aurait à peu près 4000 membres de l'État islamique qui seraient dans les rangs des réfugiés. Surtout, après le conflit serbe, il faut savoir que maintenant il y a des villages entiers de l'État islamique qui sont aux portes de l'Europe, qui permettent aussi cette invasion. De l'autre côté, vous avez la criminalité organisée en Italie, en Turquie, en Albanie, avec en Serbie. Grâce aussi à Bernard Kouchner, il faut pas l'oublier, qui a grandement participé à cette traite des esclaves. Donc finalement, l'Europe est une porte ouverte à cette situation. Et pour faire le lien avec l'ennemi intérieur, rapidement, pour vous dire aussi que maintenant, et l'ennemi intérieur doit être forcément quelqu'un d'une association tiers-mondiste, ils ont lancé une application qui permet à ces clandestins illégaux de savoir à l'instant T quelle frontière est ouverte pour aller la traverser. C'est quand même extraordinaire. Ces ennemis intérieurs sont à l'œuvre depuis longtemps. Je voudrais rappeler quand même la confession, l'aveu, tout à fait d'ailleurs assumé à l'époque par Martin Bouygues, Monsieur Bouygues, le grand patron du BTP français, qui dans les années 70 se confiait à la télévision, à l'époque ça devait être l'ORTF, expliquait donc l'intérêt qu'il trouvait lui à faire venir des populations donc à la fois du Maroc et de l'Algérie pour ces chantiers, puisqu'il avait affaire à l'époque quand même à un syndicalisme organisé, un syndicalisme quand même de combat aussi, qui négociait pied à pied la plus-value des 30 Glorieuses, et à la fois pour cette raison et pour 1000 autres raisons, pour tirer les salaires à la baisse par exemple, mais aussi pour la corvéabilité de ces populations, qui étaient des populations rurales, qui étaient des populations inorganisées.
il disait déjà à l'époque tout l'intérêt qu'avait le patronat à faire venir des populations immigrées. Mais il y a toute la politique ultralibérale des années 80, 90 et les années qui ont suivi, où on a vu le patronat seconder en permanence. Je me souviens de certaines déclarations de patrons du MEDEF et avant du CNPF, c'était son nom précédemment, comme le rappelait Mathieu tout à l'heure, donc du syndicat des patrons français, qui ont toujours une vision assez favorable à l'immigration lorsqu'ils ne l'organisaient pas eux-mêmes en payant des sortes de tour opérateurs qui allaient dans les villages pour débaucher des travailleurs, les déraciner et ensuite, évidemment, faire venir leur famille, puisque la loi date de 74, je le rappelle, la loi du regroupement familial, qui a initié véritablement ce qu'on pourrait, à la suite de Renaud Camus, appeler le grand remplacement. Alexandre ? Oui, pour revenir sur les complices, les grands capitaines d'industrie, il faut remarquer qu'il y a toujours un effet hiérarchique. Qui sont les premiers promoteurs de l'invasion de masse depuis les années 70 sont d'abord la presse et les médias, qui sont eux-mêmes la propriété de ces grands industriels. La caste politique est elle-même interdépendante avec les médias et les grands industriels. Donc chacun défend son bout de gras. Mais derrière, les grands industriels servent, en dehors de leur propre intérêt, je veux dire purement financier, des intérêts qui sont, eux, à un stade plus élevé. Notamment celui de la destruction des nations, parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Là, on assiste à la fin du travail de préparation d'artillerie avant l'offensive finale. On a vu ça en Irak, c'est-à-dire exacerber les tensions intracommunautaires pour ensuite détruire le pays. En Syrie, c'est ce qu'on vit également actuellement, c'est ce qu'on a vécu en Libye, c'est ce qu'on a vécu au Liban. Et quand je vois des responsables du Parti Vert, alors évidemment ce sont les pires de tous, comme d'habitude, mais qui disent qu'en France on pourrait accueillir encore plus de réfugiés parce que le Liban fait bien mieux que nous en ayant un tiers quasiment de sa population de réfugiés. Oui, mais quand on voit l'état du Liban aujourd'hui, on ne souhaiterait pas ça à son pire ennemi. Voilà quelle est la logique de ces gens, et in fine, le travail, c'est celui de destruction. Attendons-nous, dans les années qui viennent, à un traitement bien plus virulent que notre traitement actuel. Mais toutes ces opérations-là sont liées entre elles. En fait, c'est la construction d'un grand marché. On n'organise plus les hommes par nation, par région, mais finalement aujourd'hui pour leur volonté et velléité de consommation. C'est un grand marché à ciel ouvert. Nous avons, comme le dit très bien Bernard Lugan, déstabilisé toute l'Afrique noire après la décolonisation en les organisant en démocratie là où il n'était pas possible d'organiser la démocratie, puisque 20% de population qu'on avait définie dans des zones étaient d'anciennes populations de peuples nomades qui, par leur talent, disons, militaire, arrivaient à se faire respecter des 80 autres % de population qui, eux, étaient des sédentaires agriculteurs. Les nomades étant plutôt des éleveurs, je pense aux Maasai, par exemple. Guerriers, oui. Et nous avons mis sous la coupe de la démocratie 20% contre 80%. Avant, ces forces-là s'égalaient, s'annihilaient. La démocratie est passée par là comme un bulldozer et a détruit je pense au Soudan, au Darfour. Enfin, voilà, je vais pas vous refaire la région des Grands Lacs avec le Rwanda. Ouais. Le Rwanda, bien entendu. Ça, c'est un premier point. Ça pourrait être l'objet d'une émission entière. Et je vous renvoie aux travaux de Bernard Lugan sur le sujet, qui est vraiment un très très fin connaisseur de cette chose. Et ensuite, les différences et les différends que nous avons exacerbés. Quand je dis nous, c'est l'OTAN, l'ONU, entre les chiites et les sunnites, qui ont créé de très 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 nombreux conflits, que ce soit aujourd'hui en Syrie, demain en Seine-Saint-Denis, au Mali, voilà, mais tout ça en Irak, bien entendu, l'Iran, la position de l'Iran. Et au Liban. Et au Liban aussi. Tout ça subventionné par les monarchies du Golfe, qui sont les meilleurs alliés des gouvernements européens et occidentaux, dans leur lutte de pouvoir contre l'arc chiite. Toutes ces questions sont liées entre elles. La déstabilisation par les organisations dites occidentales, qui ne représentent pas forcément et pas du tout les peuples occidentaux, mais de ces zones-là dont viennent aujourd'hui les populations immigrées, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Afrique noire.
Oui. Et même le Maghreb, quand on voit l'état actuel de la Libye. Enfin, voilà, donc toutes ces déstabilisations sont liées aussi à notre ennemi intérieur dont parlait les Chinois à l'instant, des grands groupes, des ONG, Oui. et de cette volonté finalement de l'argent où se retrouvent assez bien nos élus dominants, qu'ils soient socialistes, de l'UMP, des républicains. C'est un merdier complet. Alors, juste un mot, parce que la conclusion, en fait, des travaux de Lugan, c'est que le vivre ensemble, pour reprendre les expressions contemporaines, le vivre ensemble deux populations qui ne s'entendent pas est pourvoyeur de guerre. Alors que ce qui est pourvoyeur de paix, c'est précisément la séparation et la frontière. Ça, c'est absolument fondamental, parce que ces gens qui nous gouvernent, ceux que vous désignez, Mathieu, sont des pourvoyeurs de guerre sous prétexte d'amener la paix. L'Europe, c'est la paix. Ça rejoint exactement notre dernière ou avant-dernière émission, ici même, sur Orwell, avec l'inversion, la guerre, c'est la paix. C'était un mot pour dire, le vivre ensemble, c'est la guerre, les frontières, c'est la paix. Oui, je voudrais parler un petit peu quand même des médias avant que nous avions vers la conclusion de cette émission, parce que le temps passe. Nous avons un peu parlé des médias, mais quand même, ils ont une responsabilité importante dans ce phénomène qui se produit actuellement. C'est présenter sous des traits chatoyants cette invasion migratoire, par l'euphémisme, on l'a dit en début d'émission, mais aussi par, je dirais, des problèmes de focale, des problèmes de lentilles photographiques, quoi. En photographiant, en se focalisant sur certaines zones ou sur certains lieux, ils ont tendance aussi à camoufler en fait toute une partie du phénomène. Je pense par exemple au fait que ce qui se passe à Calais, à Lampedusa, même aujourd'hui à Vintimille ou à Munich ou à l'île de Lesbos, tout ça en fait tend à camoufler le caractère massif du phénomène. On a tout à l'heure évoqué l'Italie, la Grèce, la Hongrie, mais je rappelle qu'il y a aussi l'Espagne. L'Espagne, on n'en parle plus, mais l'Espagne est une des portes d'entrée principales en Europe. On n'en parle plus parce que j'ai envie de dire, c'est devenu le pain quotidien du journal du matin. Et donc, oui, parce que quand on vous parle de ces 120 000 dans les quotas, en fait c'est 120 000 sur l'événement actuel, mais les autres portes n'ont jamais été fermées. Vous faites bien de le souligner, Monsieur K. La porte espagnole, la porte italienne, on pense à nos camarades européens qui le subissent tous les jours, et nous le subissons aussi. Les populations du sud de la France, ceux qui résident à Menton, Nice, qui sont tout à fait envahis comme les Parisiens. Jamais ces portes n'ont été fermées, et ça n'est pas le projet. Simplement pour revenir sur l'anecdote dont parlait tout à l'heure Chinois, où il disait que la Hongrie était très attaquée en ce moment. On nous dit en ce moment que la Hongrie, qui ferme ses frontières, bafoue les traités européens, ceux de Schengen. Il faut rappeler quand même que l'Union européenne et Schengen, ça devait être l'absence de frontières à l'intérieur et des frontières fortes étanches, à l'extérieur. ouais. Des frontières imperméables. Et aujourd'hui, ils imperméabilisent nos frontières extérieures et on leur en fait le procès. absolument, absolument. Il y a d'autres complices de cette invasion migratoire. Alors il y a à la table pas mal de chrétiens, mais vous, Dark City, vous êtes musulmans. Mais enfin, pour les chrétiens ici, j'ai envie d'évoquer quand même le cas de l'Église catholique. On entend depuis longtemps déjà le pape François, il avait fait un déplacement à Lampedusa, on s'en souvient. Alors après, je mets en garde quand même les auditeurs et nous-mêmes contre là aussi la déformation de la focale médiatique. Souvent, on n'entend qu'un écho lointain des paroles de l'Église. Mais enfin, il y a quand même des paroles qui ont levé l'ambiguïté sur la position de l'Église sur la question migratoire. Alexandre Apreval. Oui, c'est un sujet délicat, parce que on aborde des points quasiment de foi, pour beaucoup d'entre nous. Moi-même, je suis catholique, et ça pose un vrai problème. Premier problème, l'inversion des genres. Nos politiques actuellement font de la morale et de la religion, et l'Église fait de la politique. Ça devrait être l'inverse. Valls et compagnie font des leçons de morale à longueur de journée. C'est le domaine des religieux. L'Église, quant à elle, devrait s'occuper du salut de nos âmes. Et devrait s'occuper de se rappeler ce qu'est le péché et ce qu'est le bien. Le désordre dans la charité, c'est un péché. Le désordre dans la charité, c'est un péché, c'est pourvoyeur de troubles sociaux et c'est pourvoyeur de mal, de malheur. La charité mal ordonnée, c'est un désordre et c'est un péché. Commencer la charité par l'étranger, c'est un désordre et un péché. Il faut prêcher ça en permanence et que nos curés arrêtent de nous bourrer le mou avec leur
petite leçon mal comprise de théologie. Mais moi, je ne me sens plus de cette église catholique-là. Si c'est ça l'église catholique, il faut que ces gens reprennent leur saint Thomas d'Aquin et qu'ils mettent les choses dans l'ordre. Voilà. Mathieu. Finalement, l'Église européenne, ou même le Collège des évêques de France, ont dû aller chercher dans le Nouveau Monde un pape qui pourrait un peu plus leur ressembler que le précédent, puisque même si vous faisiez bien de le préciser, il ne faut pas se fier qu'au prisme des médias sur les propos du pape François, il n'en est pas moins que le pape précédent qui a quitté ses fonctions, et je crois que ça avait été l'objet d'une émission sur Méridien Zéro, était très clair sur le cas des nations et avait été très ferme. Et le pape François l'est moins. Il a une expérience personnelle qui participe qui peut nous faire comprendre sa réflexion. Mais l'Église aujourd'hui, à l'échelle mondiale, est complice. L'Église européenne l'est depuis très 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 longtemps. Et il faut le rappeler, le Collège des évêques de France est composé de criminels qui veulent absolument nous détruire. Et la dimension universelle de l'Église, qui est un pouvoir spirituel, ne doit à aucun moment empêcher de considérer que, sur le plan temporel, l'universalisme n'a rien à faire. Nous n'avons rien à faire de cet universalisme-là. Dark Sidi, vous avez dit tout à l'heure que d'un point de vue islamique authentique, l'immigration est une impossibilité. Donc on va pas trop s'étendre, mais peut-être un petit mot. Alors, avant tout, j'aimerais parler une petite seconde sur le pape François. Donc d'un côté, si j'ai bien compris, il a appelé à pardonner les prêtres qui pardonnent eux-mêmes l'avortement. Et par la même occasion, dans la même semaine ou dans le même mois, il appelle à accueillir des immigrés clandestins, non pas des migrants, chez soi. Mais c'est la parfaite combinaison qui a été faite sur le plan temporel dans les années 70. Sauf que là, on la retrouve dans le plan spirituel. Parfaite œuvre de l'Antéchrist, selon moi. Ça avance bien, ils y arrivent. Oui, alors du côté islamique, oui, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'immigration étant une des composantes majeures du libéralisme, le libéralisme étant la meilleure arme de l'Antéchrist, c'est l'arme qui déracine, qui atomise. En supprimant les frontières, c'est l'arme qui supprime les cultures également, puisque il est dit que les cultures est une des richesses qui nous est donnée. Donc c'est très très grave ce qui se passe. Nous vivons une période à caractère hautement eschatologique. Avant de clore tout à fait l'émission, je voudrais qu'on aborde quand même les solutions qu'il est possible de mettre en œuvre lorsqu'on est un militant politique, lorsqu'on est un père de famille, peut-être une mère de famille même. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, sachant que les principaux responsables, nous l'avons dit, sont les ennemis de l'intérieur, comme le rappelait Chinois tout à l'heure. Ils sont identifiés, on l'a dit, il y a des associations antiracistes, des associations immigrationnistes, comme la CIMAD, comme France Terre d'Asile, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a une politique de saupoudrage des populations aussi en France, qui est organisée par les pouvoirs publics, les régions, les municipalités, le gouvernement. Il y a une politique de saupoudrage, c'est-à-dire de retirer des gens issus de l'immigration des régions comme l'Île-de-France pour les emmener dans des régions plus périphériques comme la Bretagne, la Normandie, etc. Toute cette logique de saupoudrage, c'est quand même une logique d'étaler la tâche. Or, cette tâche, au lieu de disparaître parce qu'on l'étale, évidemment, elle s'incruste dans le territoire. C'est d'ailleurs prometteur de conflits, de micro-conflictualité partout sur l'ensemble du territoire national. Donc, on a identifié ses ennemis, on a identifié cette politique. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Il me semble qu'il y a une initiative qui a été lancée par des personnes sur la toile, qui est répercutée, dont les échos sont répercutés par le mouvement pour la remigration animé par Laurent Ozon. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette campagne, Mathieu ? Alors la campagne s'intitule « On ferme » et l'objectif est tout simplement de bloquer, puisque le pouvoir est logistique, bloquons-le, comme le disait dans leur excellent ouvrage le cercle Tikkun, le comité invisible, à nos amis, la fin de l'ouvrage parle du pouvoir logistique, et ils disent qu'il faut le bloquer tout à fait pour empêcher ce pouvoir. Le pouvoir ne se trouve plus ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat, et donc l'objectif c'est de bloquer
les institutions ou organisations que vous venez de nommer, la CIMAD et j'en passe et les meilleurs, qui aujourd'hui favorisent l'immigration massive en France. Et quelles sont les cibles de cette campagne? Quels sont les bâtiments ou les personnalités qui sont concernés? C'est principalement donc les bâtiments publics, toute organisation ou personnalité en fait qui seconde ce mouvement d'invasion migratoire. Oui, un mot aux auditeurs. Donc, si jamais vous passez à tout hasard devant un local de France Terre d'Asile, devant, je ne sais pas quelle association pro-immigration, quel service public qui favoriserait l'immigration, et que vous constatez à tout hasard qu'une équipe serait passée la nuit mettre une chaîne ou bloquer la serrure, vous pouvez prendre une photo de ce fait et en informer le mouvement pour la remigration en leur envoyant des photographies. Évidemment, il ne s'agit pas là d'inciter qui que ce soit à faire des actes répréhensibles par la loi. Simplement à constater des faits, par hasard, en vous promenant dans la rue, prenez la photo, adressez-les sur le site via Internet. Cette grande campagne commence, il y a des actions un peu partout, à Paris, à Brest, à Bordeaux, à Nantes, ça commence, ce n'est que le début. Autre action qui commence, la première manifestation contre l'immigration de masse qui a été tenue à l'initiative du Ciel, parti associé au Front National. Le Front National n'y était pas, tiens donc, et a appelé à ne pas s'y rendre, tiens donc, qui était un joli petit succès jeudi 24 octobre à Paris. Un bon millier de personnes. Il y en aura d'autres, mobilisez-vous, comme dirait l'autre, allez-y. Autre chose, dernière, au travail, à l'église, en famille, voilà, on dit stop à l'immigration de masse, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas terroriser. Point. Sortez du bois. Exactement. Donc vous recommandez aux gens en fait de témoigner dans leur cercle de proximité, de sortir du tabou quoi. Le politiquement correct, c'est ce qui nous tue, donc il faut se réveiller. Engueulez-vous avec votre belle-mère, ça vous fera du bien en plus. Allez-y. Et vous ferez des nouveaux potes. Alors oui, juste une petite précision, une proposition concernant les mères de famille. Les mères de famille, nous les avons vus combattre les hussards noirs d'une manière absolument formidable. On ne parle pas de subsahariens pour le coup. Par exemple, sur la théorie du genre, elles se sont mobilisées, elles ont combattu les hussards noirs. Aujourd'hui, il faudrait qu'elles fassent la même chose avec ces instituteurs qui invitent des mères de famille qui ne parlent pas français à parler leur langue, une des langues subsahariennes, devant les élèves à l'école primaire. Il faut combattre tout ça. Les mères de famille doivent le faire et elles le feront. Très bien, donc que chacun comprenne bien que c'est à chacun de s'engager, de se mobiliser, de participer ou de répercuter ses actions à la fois à l'école, contre les associations. Manifestez-vous aussi auprès des autorités publiques pour manifester votre désaccord contre cette vague migratoire qu'ils secondent. Nous allons passer maintenant au moment des chroniques. Nous allons vous parler aujourd'hui de Jean-Baptiste Marchand. Jean-Baptiste Marchand est né en novembre 1863 dans l'Ain. La condition modeste de menuisier de son père ne lui permet pas d'accéder à de longues études. Il devient donc clerc de notaire à l'âge de 13 ans et s'engage volontaire dans les troupes de marine à l'âge de 19 ans. 5 ans plus tard seulement, à 24 ans, il est promu sous-lieutenant au 1er régiment d'infanterie de marine et devient officier de tirailleurs sénégalais. Son parcours militaire dans l'empire colonial correspond aux différentes conquêtes militaires. Il sera par exemple promu capitaine à l'âge de 29 ans suite à sa participation dans la conquête du Soudan. Jean-Baptiste Marchand est principalement connu pour avoir dirigé la mission Congo-Nil, qui a ensuite été nommée l'expédition Marchand de son nom. En 1897, l'expansion coloniale française et anglaise arrive presque à son terme. Néanmoins, la France décide de lutter contre l'Angleterre pour la domination du Nil. Jean-Baptiste Marchand quitte donc le bassin du Congo en février 1897 pour rejoindre la source du Nil afin d'y affirmer la domination française. Il part avec 12 sous-officiers et officiers blancs, accompagnés de 150 tirailleurs sénégalais et de plusieurs milliers de porteurs. Suite à un périple de plusieurs mois, ils atteignent en juillet 1898 Fashoda. Ce périple à travers la jungle est déjà un exploit en lui-même. Mais arrivé devant Fashoda, l'armée anglaise accourt, nombreuse de 20 000 hommes, et tente de déloger les troupes françaises. S'ensuit une très grave crise diplomatique. Jean-Baptiste Marchand tient pied à pied la position et ne quitte finalement Fashoda qu'en décembre 1898 sur les injonctions du ministère des Affaires étrangères. L'État français, déjà très courageux alors, utilise comme prétexte la mauvaise santé des troupes pour l'évacuation. Jean-Baptiste Marchand fera aussi preuve de son héroïsme lors de la Première Guerre mondiale. Il sera blessé à 3 reprises, dont 2 gravement,
alors même qu'il était général de division. Il quitte l'armée à la sortie de la Première Guerre mondiale en 1919 et meurt à Paris en janvier 1934. Une rue porte son nom dans le 16e arrondissement. Vous pourrez trouver à proximité de la Porte Dorée, en face du palais de la Porte Dorée qui sert aujourd'hui de musée de l'immigration, auparavant musée des colonies, une statue représentant son expédition à Fashoda. La statue qui le représentait lui fut détruite à l'explosif par des militants anticolonialistes dans les années 60. Merci Kazad. Pour ceux qui veulent creuser un peu sur la mission Marchand, je peux vous recommander la lecture du livre de Charles Maurras qui s'intitule Kiel et Tanger sur la politique étrangère de la France. Pour ma part, je voulais vous parler d'un ouvrage plus pop qui s'intitule World War Z, qui a donné lieu d'ailleurs à la réalisation d'un film du même nom, World War Z, qui est un roman, qui est une fiction sur la Troisième Guerre mondiale, si l'on veut, mais cette fois-ci non pas entre des nations opposées, mais entre les humains et les zombies. Et à la lecture de ce livre ou à la vision du film, vous verrez le parallèle évident qu'on peut faire avec la situation qu'on peut voir aussi bien à Ceuta Melilla, à Lesbos, à Vintimille ou à Calais. Ce sont des petits récits en fait qui se suivent les uns les autres et qui en fait sont à chaque fois des témoignages recueillis par un membre de l'ONU, un enquêteur de l'ONU, qui vient recueillir le témoignage de personnes un peu de partout dans le monde, à la fois Cuba, la Russie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est très divertissant, c'est très frais, c'est très bien écrit et c'est très intelligent aussi parce que l'auteur Max Brooks, qui est un auteur best-seller, puisqu'il a écrit de nombreux ouvrages sur la culture zombie, dont un très amusant aussi qui s'intitule Manuel de survie en territoire zombie, connaît bien son affaire et parle souvent de problèmes plus politiques ou de problèmes plus philosophiques. Je pense en particulier à l'histoire, par exemple, de l'officier allemand qui se trouve dans l'obligation d'abandonner des populations civiles, en contradiction évidemment avec tout ce qu'on lui a appris dans la Bundeswehr. Ensuite, il y a une très belle histoire aussi en Russie, avec une espèce de moine fou qui fait un peu penser à Rasputin, qui est une espèce de vengeur divin contre les zombies, ou encore à ces Parisiens qui se battent contre les zombies dans les catacombes. On voudrait y être. Voilà, donc chers amis, c'était le 3e épisode de la fréquence Orage d'Acier. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, lorsque l'on combat, on n'a jamais tort, et si c'est ton premier soir, tu dois combattre.